Bonjour à tous et merci d'être présents. Donc aujourd'hui, on va essayer de répondre à vos questions par rapport aux qualifications des sections du groupe 10 du CNU. Alors, vous avez vu que en tout cas, vous voyez que nous ne sommes que deux représentants du groupe 10. Donc moi, principalement, c'est Jacques Grobert, je suis vice-président de la section 66 physiologie. Donc physiologie, c'est animal et physiologie végétale du CNU. Et j'ai ma collègue qui va se présenter. Alors, moi, je suis Géraldine Klein, donc je suis maître de conférence dans la section 68, qui est la section de la biologie des organismes. Voilà, donc on est que deux sections de représenter pour le moment. Peut-être qu'il y a des sections qui vont arriver, mais en fait, c'est assez compliqué puisque il faut savoir aussi que les autres sections sont en session, ce qu'on appelle RIPEC. la session RIPEC, et donc ils ne sont pas forcément disponibles. Donc on va essayer, on pourra toujours répondre aux questions inhérentes à nos sections propres, ça c'est sûr, parce qu'on connaît bien. On essaiera de répondre dans la mesure du possible à vos questions sur les autres sections, à savoir 64, 65, 66 et 67. Mais toujours est-il que, en fait, certainement les questions auxquelles vous allez avoir, que vous allez poser, les réponses, vous allez les trouver aussi sur le site du CNU. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose de très important. Toutes les sections ont sur le site du CNU les recommandations pour les qualifications. Donc ça, c'est déjà une première chose à aller voir si on n'est pas capable aujourd'hui, en tout cas, de vous apporter la réponse à votre question. Donc voilà, maintenant on est ouvert à vos questions par rapport à ces qualifications, si vous, tout là, par rapport à ça, donc on vous écoute ou en tout cas on vous lit. Alors, on a une première question sur combien d'heures d'enseignement sont généralement nécessaires dans vos sections pour avoir un dossier recevable. Alors, la question de l'enseignement est une question très pertinente parce que c'est un point qui est relativement compliqué généralement dans les sections. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que tous les candidats n'ont pas la possibilité, je dis pas la volonté, mais c'est surtout la possibilité de faire de l'enseignement. Donc, c'est très variable d'une section à l'autre. Généralement, je dis bien, en tout cas, pour la section 66, je laisserai Géraldine parler ensuite. Pour la section 66, on souhaite 30 heures, mais c'est pas rédhibitoire. Par contre, ce que l'on souhaite impérativement, c'est que le candidat nous explique pourquoi il n'a pas pu faire d'enseignement. Voilà, il peut y avoir 36 000 raisons, mais il faut qu'il nous le justifie, hein. Il nous l'explique et qu'il nous le justifie. Mais en tout cas, c'est pas rédhibitoire. C'est quelque chose que l'on valorise, voilà, c'est bien, mais c'est pas rédhibitoire parce qu'on sait très bien que c'est compliqué de faire de l'enseignement parfois quand on n'a pas la possibilité, on n'a pas de vacations, on n'a pas de choses comme ça. Alors, pour la section 68, on est sur la même ligne, en fait. Seulement, on est plutôt avec un seuil de 24 heures. De la même façon, ce n'est pas obligatoire d'avoir fait de l'enseignement du moment que c'est justifié, argumenté de pourquoi il n'y a pas eu cette possibilité de faire de la pédagogie pour monter son dossier de qualification. Je pense que c'est un peu pareil pour toutes les sections dans notre groupe 10. Il y a certaines sections qui ne mettent pas de seuil d'enseignement minimum, mais il y a à chaque fois ce besoin de justification de pourquoi il n'y a pas eu cette possibilité de faire de l'enseignement. Et ça, c'est surtout parce que un des métiers du maître de conférence, de l'enseignant-chercheur, c'est de faire de l'enseignement. Donc le dossier passera toujours mieux si vous pouvez argumenter de pourquoi vous n'avez pas fait d'enseignement. Question de Madame Forgue qui nous demande qu'est-ce qui compte comme mobilité géographique ou thématique. Alors là aussi, c'est aussi très variable. Alors je sais qu'il y a des sections, j'essaierai de trouver tout à l'heure, qui demandent une mobilité impérative pour pouvoir être qualifié, c'est-à-dire une mobilité postdoctorale. En C'est ce la qui concerne 65e c'est section la qui le 65e, demande, voilà, la minimum 65e 3 mois. exige voilà, une mobilité de 3 mois. Pour ce qui est de la 66e, on n'a pas d'exigence, d'accord? Il n'y a pas d'exigence, par contre, c'est toujours bien de l'avoir, mais c'est pas un critère qui sera rédhibitoire à la qualification. Je viens de voir, il y a la 69e qui demande également une mobilité postdoc géographique ou thématique indispensable sans préciser de temps, Durée. de durée. Oui. En 68e, on regarde les mobilités, mais ce n'est pas un critère qui entre en jeu pour la qualification. Ok. Donc après, la même question pour le postdoc. Donc, ça, Y a-t-il un postdoc? Non, le postdoc n'est pas fondamentalement nécessaire du moment qu'il
Il y a le nombre de publications, les enseignements qui ont été faits pendant la thèse. Il y a des étudiants, des docteurs qui sont qualifiés sans avoir fait de postdoc. Alors, sur le nom des sections, entre 67 et 68, ben, très bien, pas de différence. Donc là, ben, Géraldine va pouvoir répondre parce que je ne suis pas le mieux placé pour répondre. Alors, pour la différence entre 67 et 68, c'est essentiellement le niveau d'étude du sujet. En 68e, on est biologie des organismes, donc on va s'attacher à l'organisme, au trait d'organisme, à l'évolution d'organisme. Donc, il faut toujours avoir à cœur de traiter une espèce, un genre, donc avoir un organisme sur lequel on va travailler. C'est n'importe quel organisme. Il ne faut pas que ce soit un organisme modèle. Comme c'est difficile d'entrer dans notre section avec de la drosophile ou Arabidopsis thaliana parce que c'est du modèle et qu'en général, on va plutôt faire du fondamental et de l'appliquer à partir de ça. Nous, on va plutôt avoir des dossiers de gens qui vont travailler sur des grands animaux, du cheval, ou alors de la bactérie marine, ce genre de choses. La 67e, elle va plutôt avoir des dossiers et qualifier des dossiers qui vont être sur de l'étude de population. Donc, on va être sur des écosystèmes, sur des dynamiques de population entre différents microbiomes et on ne va pas s'attacher à une espèce ou à un micro-organisme ou un organisme en particulier. C'est ça la grande différence entre les deux et pourquoi souvent on ne qualifie pas en 68 quand il y a ce type d'études, c'est que la personne qui a fait cette étude de population n'est pas allée chercher certains membres de cette population en étudiant des organismes dans la population, en fait. Je ne sais pas si j'ai été claire. Écologie urbaine, par exemple, si vous n'allez pas chercher des traits sur des rats, des souris ou des pigeons en particulier, ça partira en 67e parce que c'est de l'écologie et c'est de l'étude de population au niveau écosystème. Taxonomie, on est en partie chez nous. Ça dépend la taxonomie, en fait. Lilizen qui demande si un postdoc est un avantage pour la qualif ainsi que pour le concours MCF. Alors, de la même manière que on vient de dire que le postdoc n'est pas rédhibitoire pour la qualif, c'est toujours bien de l'avoir, mais ce n'est pas le critère prépondérant. C'est pas le critère prépondérant, en tout cas pour la 66, c'est pas ça qui fera que vous serez qualifié ou non qualifié. Ce sera principalement votre dossier en termes de publication et ainsi de suite. Pour le concours MCF, difficile de le dire, hein, parce que là, on est post-qualification. Quoi qu'il arrive, maintenant, les concours sont tellement sélectifs que généralement, un postdoc est toujours bien apprécié. C'est toujours comme maintenant compliqué d'être recruté directement après la thèse. C'est toujours aussi très, très compliqué d'être recruté après la thèse dans son université d'origine. Donc voilà, donc les fameux concours locaux, donc ça existe, mais c'est compliqué. Donc voilà, donc c'est quand même mieux d'avoir un postdoc vu la très grande sélectivité des concours. Et je voudrais compléter que le postdoc permet, en général, il est valorisé, donc permet d'avoir plus de publications pour appuyer son dossier. Ouais, voilà, c'est ça, c'est important. Un postdoc non valorisé ne comptera pas du tout. Hein, nous, des fois, ça peut être intéressant. Il peut y avoir des changements thématiques hein, entre la thèse et le postdoc. Par exemple, la thèse n'est pas du tout en physiologie animale, mais le postdoc l'est. Par contre, le postdoc ne sera comptabilisé dans la thématique que s'il est valorisé par la publication. C'est-à-dire que si jamais vous restez 3 ans en postdoc et vous ne publiez pas, ben, on ne pourra pas le valider comme postdoc, en tout cas en termes de publication. La qualification est-elle nécessaire, similaire pour les concours de maître de conférence dans les écoles d'ingénieurs, notamment des écoles d'agronomie qui dépendent du ministère de l'Agriculture? Alors ça, c'est une très bonne question puisque moi, je suis maître de conférence dans une école d'ingénieurs agroalimentaire et agronomie, entre autres du MASA, donc l'Institut Agro-Dijon. Et donc, au niveau du MASA, donc le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, il n'y a pas de qualification. Il n'y a pas de qualification. Comment ça se passe en fait quand il y a un concours qui est ouvert? Donc là, vous trouvez les concours sur Chlorophylle, je crois, la liste des concours qui sont ouverts. Vous postulez directement sur ce concours. Il y a ensuite un comité de sélection qui va évaluer votre dossier
Et en fait, c'est le comité de sélection qui va, entre guillemets, vous qualifier, c'est-à-dire que vous autorisez à passer l'oral ou pas. Donc, il n'y a pas de. Voilà, c'est vraiment tout se fait au niveau du comité de sélection et il n'y a pas besoin de préqualification. Donc, ça, c'est la grosse différence entre le MASA et le MESR. Alors, est-ce que si le minimum d'heures est valide et si l'enseignement a été fait à l'étranger en langue anglaise, est-ce qu'il y a un maximum de temps en arrière? Alors, j'imagine que un enseignement à l'étranger en langue anglaise n'est pas rédhibitoire, au contraire, hein, parce que maîtriser la langue anglaise dans nos domaines, c'est quand même pas mal. Et est-ce qu'il y a un maximum de temps en arrière que les heures peuvent avoir été faites? Voilà, donc, je comprends un peu la question. Je dirais que non, alors qu'à l'inverse, la recherche, par contre, plus souple que ça, plus compliqué, puisque souvent, on prend en compte l'activité sur les 4 dernières années, hein. Une qualification, c'est pour les 4 années à venir. Donc, en général, si vous avez été qualifié et sur les 4 prochaines années que vous redemandez votre qualification la 5e année, si jamais il n'y a pas eu de publication sur les 4 dernières années, là, ça peut poser problème. Ce que je veux dire par là, c'est que la requalification n'est pas automatique. C'est pas parce qu'on a été qualifié une fois qu'on sera qualifié tout le temps. Sinon, la qualification serait à vie et ce n'est pas le cas. Quand nous avons déjà enseigné pendant la thèse, est-il préférable d'avoir aussi une expérience d'enseignement pendant son postdoctorat? Ou l'expérience de recherche est-elle davantage prise en compte? Bah, non, du moment qu'on a une expérience déjà pendant la thèse, voilà, on valorise le minimum, c'est très bien. Si on a une expérience pendant le postdoc, je sais qu'il y a des pays comme la Suisse où le postdoc fait de l'enseignement, bah, c'est très bien. Mais non, il n'y a pas il y a pas d'impact à ce niveau. Dans le webinaire précédent, j'ai appris que les qualifications duraient 4 ans, mais que le poste de maître de conférence vaut pour le reste de la carrière. Est-ce que ça veut dire que nous avons 4 ans pour trouver un poste de maître de conférence après qualification? Si nous ne trouvons pas de poste après 4 ans, est-il possible? Alors voilà, c'est ce que je viens de dire, hein, c'est que la qualification est valable pour 4 ans. Et effectivement, pendant ces 4 ans, ben, c'est bien si vous êtes recruté comme maître de conférence. Si ce n'est pas le cas, ben, il faut redemander sa qualification pour les 4 prochaines années, sachant, comme je viens de le dire, que la qualification n'est pas automatique et qu'elle sera fonction de votre activité sur les 4 dernières années. C'est-à-dire que si jamais sur les 4 dernières années, pendant les 4 ans où vous avez postulé sur des concours de maître de conf, vous n'avez pas eu d'activité de recherche avec des publications et vous avez fait autre chose, là, ça va être compliqué. Est-ce que les heures d'enseignement, lycée, biologie, physiologie sont valorisables? Quel justificatif? Ben, oui, c'est des heures d'enseignement, hein. On n'est pas obligé d'enseigner à l'université, hein. Donc, tout à fait, c'est tout à fait valorisable. Ben, des justificatifs, ben, c'est simple, hein. Vous demandez des attestations aux d'établissement, des choses comme ça. Mais oui, oui, bulletin de salaire, non, parce que bulletin de salaire, on n'arrivera pas à voir forcément les heures d'enseignement, les disciplines, ainsi de suite. Mais voilà, il faut en tout cas justifier, ça c'est vraiment important, hein. On peut difficilement évaluer des dossiers sur du déclaratif. Donc voilà, même si on vous fait confiance, voilà, donc il faut justifier et l'enseignement. Alors les publications, c'est facile de les justifier, hein, parce que on va sur PubMed et on vérifie, il n'y a pas de problème. Mais l'enseignement, c'est très compliqué, donc il faut le justifier, il faut l'attester. Est-ce que l'encadrement d'étudiants est pris en compte pour compenser un manque d'enseignement? Ben, ça peut, mais c'est pas, voilà, c'est pas ça qui va, c'est différent, hein. L'encadrement et l'enseignement, c'est quelque chose. Donc, ça va pas forcément compenser, quoi. C'est bien d'encadrer des étudiants, mais c'est pas ça qui va compenser un manque d'enseignement. Mais encore une fois, le manque d'enseignement, il est pas impératif, hein, encore une fois, hein. Le manque d'enseignement, il n'est pas impératif. Si l'absence d'enseignement est justifiée, ça passe. Si ensuite on a un excellent dossier en recherche avec après ça se discute, hein. C'est au cas par cas, ça peut se discuter en section. C'est la section qui va, voilà, il y a des règles, hein, il y a des règles qui sont préétablies, mais après c'est vrai que pour l'enseignement, c'est un volet d'ajustement qui fait que ça va se discuter en section. Alors en 68e, je voudrais compléter sur cette question-là. L'encadrement d'étudiants ne compense pas le manque d'enseignement. C'est deux critères différents. Et comme le disait Jacques, l'absence d'enseignement n'est pas rédhibitoire. Donc, du moment que c'est justifié, il n'y a pas besoin de compenser un manque d'enseignement, en fait. Est-ce que toutes les sections de biologie ont plus ou moins les mêmes critères? Alors, j'aurais tendance à dire oui et non.
mais parce que la preuve, c'est que voilà, on a déjà des critères différents. Donc, et ces critères, ben, en fait, comme vous n'aurez pas aujourd'hui réponse à toutes les sections, encore une fois, je vous invite vraiment à aller sur le site du CNU, hein. Vous allez avoir tous les groupes, les groupes 10 et toutes les sections. Et là, vous avez en bas de la page les recommandations pour les qualifications MCF, pour les PR. Donc là, il n'y a pas de souci et vous pourrez avoir vraiment tous les critères de chaque section. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Mais voilà, d'une manière générale, on a des choses communes, mais aussi on a des choses qui divergent. Est-il encouragé de déclarer un RQTH? Jean. Alors moi, je dirais oui et non, ça Ouais, dépend. ouais, voilà. Si en fait il y a un manque de valorisation ou il y a un manque quelque part, par exemple pour une requalification, il n'y a pas la publication tous les 2 ans, et si c'est dû à un statut particulier, ça peut être intéressant de l'argumenter. Donc ça va dépendre. C'est pas encouragé, ça va dépendre de la nécessité ou non d'argumenter sur un critère du dossier en fait. En tout cas en 68e. On regarde ça attentivement. Si c'est précisé, ça peut permettre des discussions pour qualifier ou non un dossier. Alors, une autre question. Les missions de vulgarisation scientifique, par exemple la création de A à Z de TP pour les lycéens, peuvent-elles être comptées si bien argumentées par de l'enseignement? Alors, je ne comprends pas très bien la question parce que si effectivement vous créez des TP pour des lycéens et que vous assurez l'animation de ces TP, ça reste de l'enseignement. L'enseignement, c'est pas uniquement du cours magistral ou du TD, c'est du TP. Donc, si en plus vous êtes à l'origine de ces TP et que vous assurez l'animation, ben oui, ça peut être valorisé. Il faut valoriser en tout cas. Il faut le valoriser. Ça, c'est impératif, hein. C'est vraiment impératif de valoriser ces activités, qu'elles soient d'enseignement bon, ou de recherche. On parle uniquement de CM. Non, non. Non, non, c'est ce que je viens de dire, hein, c'est que l'enseignement, c'est du cours magistral, c'est du TP, c'est du TD. Et soyons honnêtes, hein, on sait très bien que les doctorants, vous faites rarement du cours magistral. Ça peut arriver, c'est pas le problème, hein, c'est pas interdit non plus. Mais non, voilà, ce sera souvent des TD, TP, donc il n'y a pas de souci à ce niveau. C'est de l'enseignement. Alors ce que je voudrais compléter, c'est pour les IUT. Ça peut être aussi de l'encadrement de groupes de SAE. Ça, c'est des fois notifié différemment que des TD, TP ou CM. Et tout ce qui va être de l'encadrement de groupes de SAE, ça rentre également dans des heures d'enseignement. Autre question, est-ce gênant si on a fait de l'enseignement dans une autre discipline que la section à laquelle on postule? Je dirais non. Ce qui sera gênant, c'est si on fait de la recherche dans une autre section dans laquelle on postule. Par contre, voilà, faire de l'enseignement dans une autre section, à la limite, c'est pas gênant et ça peut être valorisé parce que c'est aussi une ouverture. Donc, quelque part, non, c'est pas gênant du tout, à l'inverse de la recherche où là, ce sera plus compliqué. Comment choisit-on une section? Faut-il s'orienter vers les sections de nos encadrants de thèse? Ben non, vous allez choisir une section par rapport à votre discipline. Tout simplement, si vous voulez avoir une chance d'être qualifié, il faut que principalement le sujet de votre thèse ou de pour votre postdoc, si toutefois il y a une conversion thématique, ben, corresponde à la discipline dans laquelle vous postulez. Mais ça ne veut pas forcément dire l'encadrat de thèse, hein, Mm. c'est pas Il faut bien regarder en fait dans vos thématiques et les mots-clés des différentes sections et voir dans quels mots-clés vous émargez. Et après, vous pouvez postuler dans les sections qui correspondent à vos thématiques. Est-ce que les enseignements doivent obligatoirement être Non. faits à l'université? C'est ce qu'on a dit, non, hein, non, non, un enseignement en lycée, ça peut très bien passer, hein, c'est une activité d'enseignement. La réussite à des concours d'enseignement CAPES, CAPET, agrég sont-ils pris en compte dans l'évaluation du dossier? Non. Parce Bah, que, ça dépend s'il y a eu de l'enseignement ou pas. oui, voilà. C'est D'un vraiment côté, la présence devant des étudiants ou des élèves ouais, qui est pris en compte plus que la réussite à des ouais, concours. ouais, c'est ça. Est-ce que les encadrements d'étudiants volontaires, service civique ou bénévoles, par exemple, sont une plus-value sur un dossier de candidature? Ça reste de l'encadrement, donc pris dans le même cadre qu'un Ouais, voilà. encadrement C'est ça. de licence, de master. Les travaux de vulgarisation scientifique sont-ils valorisés? Bah, c'est bien de le valoriser dans son dossier, mais c'est Mais ce n'est pas pas un ça. critère prépondérant. Ouais, c'est pas ça qui fera pencher un dossier, quoi. Mais voilà, comme encore une fois, on est sur de la discussion collective, collégiale en section. Bon, Ça peut faire ça basculer. peut, voilà, ça peut éventuellement, mais voilà,
Ça dépend, hein. En tout cas, ça peut être des arguments, et en tout cas, il ne faut pas se priver de valoriser ça sur son dossier. Mm. Alors, quels sont les prérequis, type nombre de postdocs, nombre d'articles, mobilité? Alors ça, voilà, ça va être très compliqué à répondre. C'est pour ça que je vous invite encore une fois à aller sur le site du CNU, où là, vous aurez les réponses à ce niveau, parce que voilà, il y a deux sections qui demandent du postdoc. Donc, les nombres d'articles, en l'occurrence, pour la 66, je peux vous répondre qu'il nous faut 3 articles en Q1, Q2, dont un article en premier auteur et des articles dans les 4 dernières années. Voilà, donc généralement c'est 2, 3 articles, hein, quand même, quoi qu'il arrive dans les sections. Mais là, encore une fois, c'est vraiment section dépendant. Donc là, vous aurez vraiment les informations sur le site du CNU. Et ça complète la question suivante sur les prérequis, sur les documents complémentaires Ouais, à fournir. Ça, c'est des documents à trouver sur le site du CNU, mais également sur Galaxy. Il y a des liens pour aller rechercher ces différents documents. Donc, chaque section va avoir des documents complémentaires à télécharger et à compléter pour rajouter au dossier, en fait. c'est ça, hein. Par Là, on ne exemple, peut dans pas 66, présenter d'exemple, mais il faut aller voir sur les ah, sites pour les mais exemples. en 66, on a une fiche de synthèse. Donc c'est une fiche qui va synthétiser vraiment les éléments clés Pareil. voilà, donc ça, c'est vraiment impératif qu'on l'ait, hein, voilà. Mon aidé propose un label enseignant dans le supérieur. Est-ce un label officiel et aide-t-il pour la qualification? Je ne connais pas ce label, donc je peux pas répondre. Non, c'est vraiment l'enseignement devant les étudiants qui va compter, quoi. Alors, je suis enseignant agrégé dans le secondaire depuis 25 ans. Lors de ma formation continue en parallèle de mes enseignants en lycée, je n'ai pu faire d'enseignement dans le supérieur. Est-ce un problème? Non. Non, 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 pas du tout. Là, vous avez fait de l'enseignement depuis 25 ans, donc à ce niveau, il n'y a pas de problème pour le valoriser. Et Par contre, ce qui va poser problème, c'est la recherche, parce que, en général, les dossiers d'enseignants qui se reconvertissent dans l'enseignement supérieur, vont pécher par, les activités scientifiques. Donc là, il faut vraiment que vous puissiez valoriser, des travaux de recherche en parallèle de vos enseignements, à hauteur de 2 ou 3 articles, dont un en premier auteur, en fonction des sections. Donc, c'est pas forcément le statut qui est valorisé, mais il va falloir faire bien attention à montrer qu'il y a eu une activité scientifique en parallèle, au moins sur les 4 dernières années, pour montrer qu'il y a une envie de devenir enseignant-chercheur. Et ensuite, si toutefois vous êtes qualifié, en étant professeur agrégé dans le secondaire, vous garderez votre statut, hein. La qualification, c'est pas quelque chose qui va Mm. vous enlever ce statut. Si vous passez ensuite maître de conférence, ben là oui, vous serez plus professeur agrégé dans le secondaire, vous serez maître de conférence dans le supérieur, vous n'aurez plus le même statut, mais c'est pas la qualification qui va modifier quelque chose dans votre situation actuelle. Non, il faut voir ça comme un certificat de passage pour autoriser à concourir au concours de maître de conférence. Combien faut-il avoir d'articles publiés? Mais ça, on a déjà répondu. Est-ce qu'il en faut un par an après la thèse? Ben, alors ça dépend aussi des sections. C'est compliqué. C'est compliqué de répondre à ça parce que nous, par exemple, en physiologie, pour ceux qui font de la physiologie animale ou végétale, on sait très bien qu'un article par an, c'est compliqué. Mm. Donc voilà, c'est pas, non, il faut avoir une activité de publication, si possible, alors pendant la thèse, si possible après la thèse, ça dépend depuis combien de temps on a passé sa thèse. En tout cas, voilà, il faut avoir une activité de publication continue, on va dire, hein. Alors, en général, quand je regarde pour les sections, c'est entre un par an et un tous les 2 ans. Quel type d'heures d'enseignement sont prises en compte? Ben, toutes. Seulement les heures, non, non. Toutes les heures, Non. pas uniquement dans le supérieur, ça on l'a déjà dit. Les activités de vulgarisation peuvent être reconnues comme éléments pédagogiques dans l'évaluation par le CNU. Ben, ça peut être reconnu comme encadrement, ce qu'on a dit, mais ce ne sera pas de l'enseignement pur et dur. Vaut-il mieux demander la qualification directement après la thèse ou après un postdoctorat? Ben, écoutez, là, Ça c'est dépend du compliqué. Il dossier. n'y a pas de règle, hein. C'est vrai qu'on peut suggérer de faire un postdoctorat. Maintenant, si vous avez le dossier qui répond aux critères de la section dans laquelle vous allez postuler, ben, vous pouvez postuler directement après la thèse, hein. Tous les ans, on qualifie des jeunes docteurs parce qu'ils ont le dossier, ils ont le dossier. Et du moment qu'ils ont le dossier, ben, en tout cas, c'est pas parce qu'ils viennent de soutenir la thèse qu'on va les non qualifier, ça c'est certain.
Par rapport au volet recherche, est-ce qu'il y a une nécessité d'avoir publié au moins une fois sans son directeur de thèse? Ben, si jamais vous arrivez à publier sans votre directeur de thèse, je vous dis chapeau, hein, parce que ça va être compliqué. Mais bon, pourquoi pas? Ça peut être dans une collaboration, tout ça. Mais en général, le directeur de thèse, il est toujours quelque part. Quelque part. Donc, non, il y a aucune nécessité d'avoir publié au moins une fois sans son directeur de thèse, hein. Vous êtes des doctorants et donc Bah, généralement. ça peut être pendant un postdoc. Pendant Oui, un voilà. postdoc, on ne va Alors, pas pour un publier postdoc, avec oui. son Voilà. directeur de thèse, donc Mais c'est pas une règle. c'est pas une obligation, hein, loin de là. Commence la qualification vers l'expérience professionnelle type VAE. Alors là, c'est une grosse question parce que je sais que c'est possible, mais j'avoue que je ne saurais pas y répondre. Ça, Euh, moi non plus. On n'a je- jamais eu le cas en 68e. non, nous non plus, je sais pas du tout. Voilà, on en discutait avec un collègue hier, on se demandait comment ça pouvait se passer, mais j'ai pas d'informations à vous donner, je suis désolé. Donc, mais voilà. En tout cas, c'est Après, il faut possible. aller voir l'article de loi au journal officiel sur est-ce que un doctorat peut être obtenu en VAE, parce que ça va vraiment être ça le point bloquant, je Ouais. pense. Alors, je pense que Euh, la question est oui. La réponse à la question est oui, puisque mm, tout diplôme est hors diplôme de santé. Hors diplôme de santé, tout diplôme est accessible par la VAE et le doctorat mm. en fait partie. Mais alors après, les modalités, j'avoue que je ne sais pas. Bonjour, est-ce que la mobilité de nationale internationale, quand elle est demandée, bon là, ça dépend des sections, ça peut Ça être. dépend des sections. Voilà. Existe-t-il une attestation qui atteste de notre qualification? Oui, oui, bien sûr. Quand vous êtes qualifié, vous avez un numéro de qualification fourni par Odyssée. Et normalement, il y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. En tout cas, je pense qu'on doit pouvoir. Oui, normalement. Et puis, vous avez un courrier qui atteste, normalement, qui atteste que vous êtes qualifié, j'imagine. Mais en tout cas, ça doit être possible. Combien de publications faut-il au minimum? Pareil, on vous a déjà Ça dépend des répondu. sections. Ouais. Ouais. Un AHU en épidémiologie, biostatistique non médecin, qui n'a pas a priori accès au concours PUPH ou MCPH, peut passer une qualification dans quelle section a-t-il accès au poste MSCF? Alors, dans le domaine de la santé et en épidémiologie, c'est vrai que c'est souvent une question qui revient, parce que souvent, parfois, on a un 66 en physiologie des candidats comme ça. Et là, c'est compliqué parce qu'on est à l'interface, on n'est pas en 66, c'est plutôt du domaine de la santé, quoi. Et alors, en épidémiologie, si, il faut aller regarder dans d'autres sections, plutôt peut-être en sciences humaines, certaines sections, mais ce ne sera pas forcément, je ne sais pas, Géraldine, chez vous, si. En tout, Non, en chez tout cas, nous, chez en nous, fait, ça passe. chez nous, en 68e, ça passera pas, parce que ça, tout ce qui est médical, c'est l'homme malade. Et ça, Ouais. dès qu'il y a un tout petit point d'étude en termes de maladie ou de transfert vers de la santé, c'est pas du tout chez nous. C'est vraiment les sections de santé. Mais là, il y a des mots-clés, épidémio, biostatistique. Donc, biostatistique, Mm, ça peut être peut-être dans les sections plus maths, des choses comme ça. Mais voilà, et en tout cas, après, il peut y avoir une qualification et il peut avoir accès au poste de MCF sans problème du moment qu'il est mm. qualifié. Ça, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour trouver la bonne adéquation. Donc là, il faut bien se renseigner sur les critères des sections. En tout cas, en 66, ça passera pas, c'est sûr. Et en 68 non plus. Qu'est-ce qui est le plus important, la quantité ou la qualité des publications? Les deux. Les deux, parce que, alors, il faut absolument qu'il y ait, vous voyez, par exemple, en 66, on demande 3 publications en Q1, Q2. Donc, Q1, Q2, c'est quand même, voilà, on parle plus d'impact factor, on parle de quartile, mais c'est tout. C'est-à-dire que si vous arrivez en 66 avec même 5 publications, toutes en Q4, ben, vous serez refusé, tout simplement. La quantité ne va pas compenser la qualité, quoi. Nous, on regarde encore l'impact factor et on demande des publications avec des impact factors supérieurs à 0,5. On sait qu'il y a certains journaux qui sont limites, et dans certaines disciplines, ils n'ont pas trop le choix, donc on a descendu à 0,5. Mais voilà, il peut y avoir 8 publis. S'il y en a une qui est avec un impact factor supérieur à 0,5, ça ne passera pas. Dans le cas d'une thèse en co-tutelle, est-ce que les semestres réalisés à l'étranger comptent en tant que mobilité? Ben, ouais, enfin, alors, je sais pas. Ça va être à argumenter. Ouais, voilà, c'est argumenté parce que ce ne sera pas une mobilité post-doctorale, mais ça Mm. reste aussi une forme de mobilité. Donc, après, encore une fois, c'est le genre de choses qu'il va falloir argumenter et valoriser dans sa notice. Alors, tant que je parle de notice, là maintenant, ce qui est important, parce que là, on parle beaucoup de mobilité, de, de qualité de publication, de quantité, il y a quelque chose que souvent vous oubliez, les candidats, c'est la qualité de la notice.
Et là, par contre, c'est très important parce que souvent, on a une corrélation inversement proportionnelle entre la qualité et la quantité des publications et la qualité de la notice. C'est-à-dire que, on va lire une notice et on lit la notice d'un collègue, d'un potentiel collègue qui sera futur enseignant-chercheur, donc avec un minimum de pédagogie. Et donc, parfois, on a des notices qui sont totalement illisibles, dont on comprend absolument rien, où il faut aller chercher les informations, où c'est très, très compliqué. Donc, attention à ça aussi. Et là, j'attire vraiment votre attention. En tout cas, en 66e, et on l'a encore vu cette année, on peut ne pas qualifier un candidat sur le motif de notice incompréhensible. La notice ne permet pas au rapporteur d'évaluer le dossier du candidat. Même s'il a trois publications, même si la notice n'est pas de qualité, on peut ne pas qualifier. Donc faites attention aussi à la façon dont vous rédigez votre notice, à la façon dont vous valorisez les informations, à la façon dont vous présentez les informations. Alors pour la section 64, quand il y a un grand nombre d'heures d'enseignement, donc quand il y a eu de l'enseignement supérieur ou égal à 96 heures TD, équivalent TD, ça peut éventuellement réduire le nombre de publications exigées de 3 publications à 2 publications. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à argumenter dans le dossier et qui peut faire éventuellement passer un dossier assez jeune sans postdoc, par exemple. Quand vous parlez de mobilité géographique, c'est international ou ça peut être simplement changer de ville en France? Ben, ça dépend. C'est une mobilité, quoi qu'il arrive, ça peut être les deux, mais après, par rapport aux demandes de la section, ben, il faut voir si un changement d'une mobilité nationale peut suffire. Alors ça, pour toutes ces questions-là, vous avez les mails des membres de section. Vous avez des membres de section dans vos universités. Donc ça peut être l'objet d'un mail pour leur demander confirmation sur des points particuliers de la section à laquelle vous souhaitez candidater. Absolument, parce que sur ce site de la CNU, hein, vous avez effectivement les recommandations pour les qualifications, mais vous avez effectivement la composition de tous les membres de la section. Donc ça, c'est important aussi. Il faut pas hésiter à les solliciter, hein. Alors bien sûr, vous avez le bureau de chaque section, mais vous avez aussi peut-être des collègues dans vos universités, comme vient de le dire Géraldine. Le master en vétérinarie, puis doctorat en microbiologie, dans quelle section apparaît-il? Alors, moi, je sais pas. Doctorat en microbiologie, ce serait plutôt... Ça dépend de la thématique en Ouais, microbiologie, parce que en fait, ça va surtout être les travaux en doctorat qui vont être valorisés, et ça va dépendre des journaux dans lesquels ça a été valorisé et de la thématique. Par exemple, ça peut être un doctorat en microbiologie sur le microbiote intestinal des chevaux, voilà, ce ça que j'allais sera dire. chez nous en 68e. Et ça peut être chez nous aussi en 66e. Parce que si c'est l'impact du microbiote intestinal sur la physiologie, je ne sais pas moi, la physiologie digestive ou la physiologie d'une manière générale, ce sera chez nous aussi. Mm. Donc ce sera, voilà, ce sera, par Alors, contre, si la l'impact sur la microbiologie, physiologie, ça ne sera pas chez nous, mais ouais, s'il y a une description d'un ou plusieurs micro-organismes de microbiote, ce sera chez nous aussi. voilà, c'est ça. Alors, les enseignements dispensés en dehors des missions universitaires sont-ils pris en compte? Invitation à donner des cours ponctuels, cours organisés par d'autres institutions, bien sûr, du moment que c'est de l'enseignement, ben, vous le valorisez comme de l'enseignement, en le justifiant bien, en expliquant et en Et qu'il y ait explicitant. une attestation. Et une attestation, c'est ça. Hein, c'est argumenter, valoriser et justifier. C'est surtout ça, une justification. Et c'est facile à demander des justifications, hein, parce que si vous avez été invité à Pasteur ou à l'ANS à faire une intervention, eh ben, vous demandez à la personne qui vous a invité de vous attester que vous avez fait tant d'heures et sur telle discipline. Y a-t-il beaucoup de postes de MCF proposés chaque année, surtout dans le contexte Tu as actuel? oublié, est-ce que la section physio est envisageable si la qualif, si on est spécialisé en neurosciences? Ah non, alors là, si vous êtes spécialisé en neurosciences, je vous invite directement à aller en section 69. Dès que c'est... Alors, en physio, c'est toujours un débat qu'on a, hein, parce qu'en fait, nous, ce qu'on dit en 66, c'est que dès que ça touche la boîte, c'est-à-dire le cerveau, c'est de la neuro. Ensuite, voilà, c'est vraiment de la neuro. Après, on peut avoir des choses qui interviennent sur comment ça s'appelle, on va dire, en périphérie. Là, ça peut rentrer. Mais voilà, à voir ensuite. Alors, ça peut éventuellement, des fois, on a des collègues en neurosciences qu'on qualifie, mais c'est quand il y a de la neuroscience sur des organismes autres que l'humain.
Donc, ça peut être de la neuroscience sur des insectes, utiliser des insectes pour faire de la transposition après vers l'humain, mais c'est de la neuroscience d'organismes. Là, ça peut potentiellement, en étant bien argumenté au niveau de l'adéquation, arriver chez nous en 68e. Y a-t-il beaucoup de postes de MCF proposés chaque année, surtout dans le contexte actuel? Ben, je ne vais pas vous répondre oui, parce que c'est pas vrai. Non, non, alors, il y en a beaucoup. Dans l'absolu, oui, mais dans le relatif, non. C'est très compliqué, quoi. Donc, mais il ne faut pas perdre espoir pour autant. Section 69, combien de publications en mini, tout en premier auteur? Donc là, je vous renvoie au site du CNU. Je pense pas qu'ils existent toutes en premier auteur, hein. Je pense que c'est au minimum une. Mais Alors, je peux répondre. ouais, Il y a le document que tu nous avais ah envoyé. ouais, ok, Donc, ok. minimum 3 publications internationales, dont une en premier auteur, Voilà, ou 2 publications, dont une en premier auteur, s'il y a eu plus de 64 heures d'enseignement par an. voilà. Donc là, vous voyez que c'est un cas où l'enseignement compense le manque de publication. Ce qui peut aussi se comprendre, hein. Quand on fait de l'enseignement, ben, ça nous prend du temps et donc forcément, on a Et moins de ça temps. s'argumente. Voilà. Peut-on valoriser la participation de la vulgarisation scientifique en plus de l'enseignement? Oui, il faut tout valoriser. Maintenant, c'est pas ça qui fera que ça vous basculera sur une qualif ou pas, mais valoriser. Est-ce que c'est obligatoire de faire beaucoup de recherches quand on est enseignant, si on veut consacrer notre temps dans l'enseignement et dans l'activité administrative? Ben, écoutez, la tâche d'un enseignant-chercheur, c'est de l'enseignement, de la recherche et malheureusement, entre guillemets, des activités administratives. Donc, si vous voulez pas faire de la recherche, ben, ne faites pas maître de conférence, quoi. Ce serait quand même Peut-être dommage. Prague ou PRCE, mais Voilà, pas mettre de voilà. conf. Faut pas faire maître de conf. Est-ce que l'âge est généralement un critère pris en compte lors de la sélection d'un candidat? Y a-t-il un âge maximum au-delà duquel les candidats ne sont plus sélectionnés? Alors là, vous parlez de quoi de sélection? Parce que si c'est Bah, pour la qualification, non. Hein, je veux dire, pour la qualification, non. mm, Et mm. pour les concours, ben, on ne peut pas y répondre nous parce que ce sont les comités de sélection. J'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas d'âge légal, en tout cas, d'âge maximum pour candidater, hein. Des fois, dans les concours de la fonction publique, il y a des âges minimum ou des âges maximum. Là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Mais après, est-ce que c'est un critère qui est pris en compte par le comité de sélection pour dire, ben non, à 60 ans, il va être un collègue pour 4 ans, on ne le prend pas? Je ne peux pas répondre. Je peux pas répondre à cette question. Si je suis ingénieur de recherche et j'ai déjà mes qualifs, pourrais-je donner quelques heures dans la fac en même temps jusqu'au moment de retrouver un poste de MCF? Ben, ça, ce sera à voir avec vos collègues au niveau de l'université dans laquelle vous souhaitez postuler. Mais oui, Ça dépend de normalement. votre contrat aussi. Ouais, voilà, de vos contrats. En tout cas, je sais que moi, j'ai des collègues qui sont ingénieurs d'études, ingénieurs de recherche, qui participent, qui interviennent dans des enseignements. Donc ça, ce sera à voir au cas par cas avec vos collègues au niveau de l'université. Mais en tout Souvent, cas, c'est... on va vous demander de faire ces enseignements pendant vos congés. Ça peut arriver aussi, de prendre un congé pour faire les enseignements en tant qu'ingénieur de recherche. Ouais, ça, c'est vraiment très variable en fonction des, Mm. des universités. Voilà, donc là, il n'y a pas de... Pour des études de diversité intraspécifique, on est plutôt 67 ou 68. Alors, ça dépend si la diversité, enfin, si vous citez des organismes spécifiques ou pas. S'il y a de la citation du travail sur des organismes spécifiques, oui, 68e. S'il n'y a pas d'organisme spécifique et que vous faites juste de l'étude de diversité, 67e. Alors, bonjour, j'étais en thèse CIFRE et du coup, je n'ai pas publié d'article et mon manuscrit de thèse est confidentiel. Est-ce que cela poserait un problème vis-à-vis des documents de travaux? Oui. Oui, ça va être problématique et on comprend parfaitement aussi que c'est problématique aussi dans ces thèses de CIFRE où on est avec un industriel et donc il y a parfois une confidentialité, une thèse à huis clos, des choses comme ça. Mais oui, ça va poser problème. Ouais, c'est clair. Il faut en général, quand il y a une thèse CIFRE, essayer de s'arranger avec l'entreprise pour essayer quand même de publier des résultats qui ne sont pas confidentiels. Peut-être dans des journaux un petit peu avec un facteur d'impact plus bas ou en Q2. Ça, c'est vraiment le conseil qu'on donne, nous, à nos étudiants, c'est essayer de négocier avec l'entreprise pour valoriser ça, si vous voulez vraiment être maître de conf derrière. Et Sinon, il faut faire un postdoc ouais. et Et valoriser au sinon maximum aussi, le postdoc. l'industrie valorise souvent par des brevets. Donc il faut Oui, savoir que les brevets, dans pas mal de sections, en tout cas nous, ça peut compter aussi comme une publication.
Ça compte, je crois, dans toutes les sections du cours Voilà, 10. donc un brevet, donc voilà, donc ça veut dire que s'il y a un brevet, et on sait très bien qu'un brevet, pour un brevet, il ne faut pas publier avant, donc tout ça, ça peut se justifier, mais s'il y a un brevet à la clé, alors si c'est un brevet qui n'est que déposé, ça ne suffira pas, il faut qu'il soit accepté, Il mais nous faut un numéro de brevet. voilà, il faut un numéro de brevet. Mais en attendant, ça peut peut-être compenser la chose. Donc ça aussi, c'est quelque chose à avoir en tête pour tout le monde, hein, parce que un brevet peut compenser une publication, peut remplacer une publication. Bien que ce ne soit pas vos sections, que pouvez-vous nous dire sur les conditions de qualification pour les sections 64 et 65? Ah, c'est très, 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 très dur. Non, non, Mm. sérieusement, là encore une fois, je vous invite à aller regarder sur le site du CNU et vous aurez toutes les informations sur la 64 et la 65. Et vous voyez que je pense que ce webinaire, il a aussi cet intérêt, c'est que je pense que vous ne saviez pas peut-être que toutes les questions que vous posez, vous aviez déjà les réponses sur le site de la CNU, donc du CNU. Donc là, vous les aurez. Bonjour, concernant l'attribution du poste, y a-t-il de la concurrence pour chaque poste? Qu'est-ce qui est mis en avant, très recherché, qui pourrait se séparer d'une candidature d'une autre? Alors oui, il y a de la concurrence pour chaque poste, il ne faut pas se le cacher, c'est certain. Donc vous savez, vous connaissez la procédure, hein, c'est-à-dire qu'il y a un poste qui est ouvert au concours, vous déposez un dossier, il y a une présélection qui se fait par le comité de sélection à la vue du dossier, et ensuite il y a des candidats qui sont auditionnés par le comité de sélection, donc ça peut varier, hein. Généralement on va dire que c'est entre 3 et 5 candidats, ça dépend des candidatures, ça dépend du concours. Mais après, qu'est-ce qui est très recherché? Ben, c'est une adéquation avec le profil d'enseignement, de recherche. Ce qui va être le dossier va compter aussi, mais attention, l'oral est très important. C'est-à-dire que vous pouvez arriver être présélectionné parce que vous avez eu un très très bon dossier, un excellent dossier en termes de recherche, en termes de pédagogie et ainsi de suite, et vous arrivez à l'oral et vous vous plantez. Et donc là, ben, c'est pas votre dossier qui va vous rattraper. Moi, j'ai encore eu un exemple très, très récemment, hein, un dossier qui était superbe à l'écrit. À l'oral, il s'est planté complètement. Donc voilà, ça reste un concours et un concours très sélectif. Donc voilà, il faut avoir Ce ça qui en tête. va, je peux compléter, ce qui va Ouais. être très regardé, ça va être comment vous projetez dans l'équipe, dans les équipes, en fait. Comment vous pensez vous intégrer, quel va être votre projet pédagogique, quel va être votre projet de recherche, comment vous allez vous intégrer dans l'équipe et dans les axes de l'équipe. Et on a une très bonne candidate sur un recrutement cette année, très bon dossier, mais elle n'a pas du tout présenté comment elle comptait s'intégrer. Elle n'a pas regardé la structuration de l'équipe et elle n'a pas été classée. Donc, Ouais. c'est très regardé comment vous allez vous intégrer, en fait. Ça c'est important, hein. Il ne faut pas arriver au concours avec la fleur au fusil. Et en fait, il faut, du moment où vous avez été, entre guillemets, présélectionné pour l'oral, vous prenez contact avec les responsables, hein. Il y a toujours un responsable enseignement et un responsable recherche. Vous prenez contact avec eux et vous discutez avec eux. Et par rapport à, voilà, à votre problématique, par rapport à votre thématique, comment vous allez pouvoir. C'est une discussion, hein, qui va se faire, mais il faut que vous montriez que vous ayez réfléchi à tout ça en amont, parce que si vous arrivez le jour, comme a dit Géraldine, c'est même pas la peine, quoi. Mm. Et pour la pression de sélection, sur les 3 sélections que j'ai fait cette année, on a reçu entre 12 et 18 dossiers pour auditionner à chaque fois entre 3 et 5 personnes en microbiologie et tout ce qui va tourner autour de la biotechnologie. Une thèse passée avec un statut salarié peut être une justification recevable concernant un faible volume ou une absence d'enseignement. Ça peut, bien sûr. C'est voilà, encore une fois, il faut tout justifier, tout expliquer et voilà. Et puis faible volume, ça veut dire quoi? Alors absence d'enseignement aussi, mais encore une fois, l'enseignement, c'est pas rédhibitoire du moment où vous le justifiez, vous l'expliquez, parce que effectivement, passer une thèse avec un statut salarié, c'est très compliqué déjà. Quels sont les critères requis au niveau des publications? Ben là, on l'a dit, hein, faut aller voir le CNU. Est-ce bien le séminaire pluridisciplinaire car nous sommes noyés de plusieurs codes? Non, le séminaire pluridisciplinaire, c'est donc le STAPS et donc c'est pas chez nous. Désolé. A priori, pas accès au concours PUPH ou MCUPH, peut passer une qualification dans quelle section?
a-t-il accès au poste MCF? A priori, bon, je ne comprends pas trop la question, mais ça dépend de votre discipline. Si vous n'êtes pas médecin, a priori, oui, vous allez pouvoir accéder au poste MCF, mais tout dépendra de la discipline. Alors, généralement, les sections du CNU, les 55 sections du CNU représentent normalement toutes les disciplines de l'université. Donc, il doit y avoir moyen de trouver la section qui correspondra à votre discipline. Qu'en est-il de la voie de qualification par expérience? Mais ça, on en a déjà parlé, la VAE, on n'est pas en mesure de vous répondre. Ça existe, mais on n'est pas en mesure de vous répondre. La participation des conférences nationales et internationales peut-elle être prise en compte comme une forme de compensation, de valorisation pour l'activité d'enseignement, étant donné qu'il s'agit également de présentation? Non. Non, ça c'est vraiment conférence nationale et internationale, c'est le volet recherche. C'est vraiment le volet recherche. Et voilà, c'est encore une des choses à valoriser. Ce pas des choses qui seront forcément rédhibitoires d'une chose, mais bon, ça peut permettre aussi de montrer un certain dynamisme. Donc voilà. Et sachant aussi que c'est pas quelque chose qui est un critère, parce qu'on sait aussi que tous les labos ne peuvent pas envoyer aussi tous les doctorants dans des conférences et des choses. Donc c'est pas voilà. Pour le postdoc, est-ce que vous parlez d'expérience obligatoire à l'étranger? Non, pas forcément. Est-ce qu'un papier postdoctorat non publié encore, mais déposé sur non, sur BioXV et validé postdoctorat pour les qualifications? Non, non, il faut absolument qu'il soit au minimum sous presse. Hein, c'est-à-dire qu'il faut avoir, voilà, il faut avoir au moins l'attestation de l'éditeur, comme quoi votre tactique est acceptée, et pas en révision, même en révision favorable. D'accord? Parce qu'on sait tous que même une révision favorable, elle peut tourner défavorable, malheureusement. Est-ce que les qualifications à l'université et au muséum fonctionnent de la même manière? Alors, pour la sélection 66, on a les mêmes critères. C'est-à-dire qu'on a toujours des doublons, hein, des candidats qui font 66 physiologie et muséum. Et du moment qu'on est qualifié en 66, on est qualifié au muséum. Voilà. Après, je ne sais pas comment ça se passe pour les autres sections du groupe 10. Je pense que oui, j'imagine. Alors en 68e, c'est le même dossier. On va juste faire attention dans les critères pour le muséum s'il y a eu une gestion de collection. Et ça, éventuellement, la gestion de collection peut remplacer de l'enseignement. Donc ça, c'est à préciser quand on est au muséum, en fait. Voilà, mais quoi qu'il arrive, ça veut dire il faut tout valoriser et après, c'est l'accession. Vous êtes trop Mm. proche de l'écran, monsieur, pouvez-vous nous annuler, c'est un peu gênant. Ah ben oui, j'ai cette information quasiment presque une demi-heure après. Je suis désolé, Rabat, mais je suis trop. Vous me voyez trop gros, c'est ça? Alors, si on passe la qualification à un postdoc, faut-il obligatoirement avoir une nouvelle publication, pas celle soumise pendant la thèse? Ben, tout dépendra du délai après votre thèse. Voilà. En fait, ce qui va compter, c'est votre activité de publication post-thèse, postdoc, d'accord, mais on peut très bien avoir fait un postdoc sans publication et être qualifié parce que les publications post-thèse répondent aux critères de la qualification et sont dans un délai inférieur à 4 ans. Donc voilà, donc il n'y a pas une obligation de publication après un postdoc, sauf si effectivement le postdoc induit un changement thématique qui doit être pris en compte pour la qualification. J'ai du mal à savoir dans quelle section je dois postuler pour la bioinformatique immunologie. Est-ce que vous pourriez me donner des exemples? Merci. Bah, l'immunologie, j'aurais tendance à dire que ce serait la section 65. Mais voilà, après, j'ai pas d'exemple précis à vous donner. Mais immunologie, oui, ce serait tout ce qui est cancéro, tout ça. Donc ce serait plutôt 65, biologie cellulaire. Est-ce que des activités telles que médiation ont une nouvelle renseignement? Non, pas spécialement. Vous parlez de l'importance du postdoc. Qu'en est-il de la nécessité de faire des post-dater? Il n'y a pas de nécessité de faire des post-dater. Si vous avez la possibilité d'occuper un poste d'ATER, ben c'est très bien parce que là, vous allez avoir une activité d'enseignement non négligeable et qui sera facilement attestable, mais il n'y a pas de nécessité. Par contre, effectivement, ça peut être bien, mais c'est pas encore un prérequis, hein, quoi qu'il arrive. Et on sait très bien que des postes à terre, c'est un peu comme les postes de maître de conf, hein, il y en a pas des tonnes. J'ai fait mon doctorat à l'étranger, j'ai fait beaucoup d'enseignements pendant ce temps-là. Est-ce que ces heures sont valables pour les postuler, même si on peine en France? Bien sûr, tout à fait. C'est de l'enseignement et quelle que soit la langue dans laquelle. Par contre, il faut encore le justifier, et des justificatifs. Les candidats, lisez bien le site du CNU. Ouais, Relisez-le s'il faut, téléchargez bien toutes les fiches
qui sont demandées et qui sont disponibles sur le site du CNU, n'allez pas chercher des fiches par les anciens candidats, parce que c'est mis à jour tous les ans. Donc faites attention à ça et surtout, n'hésitez pas à contacter les représentants des différentes sections qui sont dans votre université ou alors qui sont affichés sur le site du CNU comme membres de la section à laquelle vous souhaitez postuler. Donc on répond tous très facilement, des fois avec un peu de délai, mais on répond à vos questions.